Sauvage, Dior, Johnny Depp. Alors, je suis allé uriner, pipi, voilà, je sais pas comment on va dire en français de manière polie. Maintenant, je me prépare pour... Aussi, j'ai regardé une annonce, post de quelqu'un qu'elle a dit, elle était une madame très très classe de Bordeaux. Elle a dit que Quentin Tarantino, c'est son réalisateur préféré. Majoritairement, les films de Tarantino, c'est à propos de la vengeance. Kill the Bill, euh, Django Unchained. Inglourious Basterds. À propos de la vengeance, je peux dire sincèrement et honnêtement, violence avec vengeance, ça ne sert à rien, à n'importe quelle manière. Meilleure vengeance, c'est non-violence, se focaliser sur soi, faire progrès de la vie. Deuxièmement, s'éloigner de les gens qu'on nous a fait mal. Et troisièmement, j'en ai entendu parler, je l'ai lu quelque part, ne pas être comme, ne ressemble pas à, ne pas être comme les gens qu'ils nous ont fait mal. C'est-à-dire, si je me focalise sur moi, je n'imite pas quelqu'un qui m'a fait mal, et aussi m'éloigner de cette personne, ça c'est meilleure vengeance, de manière non violente. Alors, on va lire L'Occupation d'Annie Ernaux. Ce livre est un court récit autobiographique dans lequel Annie Ernaux explore une période précise de sa vie marquée par une obsession amoureuse. Amour, la femme, les problèmes de femme, toujours c'est un sujet marquant dans les livres, dans les œuvres de chère Annie Ernaux. Après une relation amoureuse terminée, la narratrice apprend que son ancien amant a une nouvelle compagne. De cet instant, elle sombre dans une spirale de jalousie, de suspicion et de désir de savoir. Ce livre, écrit à la première personne, raconte l'envahissement progressif de cette obsession dans sa vie quotidienne, au point de lui ôter toute liberté intérieure. Elle fuit, imagine, espionne, devine. Elle devient littéralement occupée par cet homme inconnu qui partage maintenant la vie de l'homme qu'elle a aimé. Ce mot occupation est lourd de sens. Il évoque non seulement une préoccupation mentale, mais aussi une prise de territoire comme une guerre ou une invasion. Le livre retrace la descente progressive dans cette jalousie maladive, mais aussi le lent processus de libération, de retour à soi, à l'écriture et à la paix intérieure. Le cœur du message de l'occupation est une méditation sur la jalousie, la perte et l'identité féminine face à l'amour. Ernaux montre comment une femme même euh, indépendante, cultivée, intellectuelle, peut être ravagée par une passion destructrice quand le regard de l'autre devient vital, quand l'amour devient imposant de possession. Attendez. Celle qui vous croyez, est un film français avec Juliette Binoche et François Civil. Réalisé par qui? Je ne connais pas, j'ai oublié son prénom. C'est à propos d'une femme qu'elle perd son mari, un mari qu'elle aimait fortement, à cause d'une jeune fille. Elle devient un peu, pas un peu obsédée avec le visage d'identité de femme, machin comme ça. Aussi, elle veut combler ses lacunes parce qu'elle est blessée. Elle pense que elle n'est plus jolie avec l'âge. Elle a 50 ans, 60 ans, 45 ans. Elle n'est plus jolie. Et euh, par conséquent, elle cherche à coucher avec les hommes jeunes. Jusqu'à le moment qu'elle rencontre un jeune homme, François Civil,
l'histoire se change. C'est un film magnifique, chef-d'œuvre. Aussi, une madame iranienne, dans le centre de la langue française à Téhéran, elle m'a insulté que je ne connais pas. Elle a débarqué à l'improviste quand j'étais en train de parler avec un homme français sur ce film. Elle m'a insulté que je ne connais pas euh, le nom de réalisateur, réalisatrice de ce film. C'est pas important. Je crois que c'est réalisateur, réalisatrice, je sais pas c'est qui. Voilà. Mais le film montre comment l'émotion l'emporte sur la logique. C'est-à-dire, c'est-à-dire une femme cultivée, exactement, intellectuelle, indépendante, comme Juliette Binoche dans le Celle qui vous croyez, peut être devenir très très sensible, fragile, face à l'insécurité émotionnelle que l'amour de sa vie, un homme très 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 euh, dans ses yeux, les yeux de Juliette Binoche dans son rôle dans ce film, très grand, avec grand cœur, avec grande intelligence, il a trompé Juliette Binoche pour une autre femme jeune, avec un joli visage jeune de 25 ans, 26 ans, 30 ans. On devient obsédé avec nationalité, origine, visage, la couleur de peau, elle est blonde ou non, de cette jeune femme. Je me mets dans les pieds de Juliette Binoche. Elle est qui? Pourquoi il a choisi cette femme comme moi? Pourquoi il m'a trompé? C'est partageable, c'est totalement commun. Et similaire pareil entre les hommes et les femmes. Quand une femme trompe son mari pour un autre homme, il devient obsédé. C'est qui ce monsieur? C'est-à-dire, quand on donne notre cœur, notre être, on se sacrifie pour quelqu'un d'autre. Ça devient très difficile quand on se sent trahi. Parce qu'on se questionne. On questionne soi-même, on questionne notre identité. C'était quoi en moi que ça n'était pas suffisant pour lui ou pour elle, tout ça. Bernard Shaw, il a dit, on finit par détester les gens ou une personne qu'on s'est sacrifié pour elle ou pour lui. C'est-à-dire quand je me sacrifie pour quelqu'un, à la fin, je deviens quelqu'un avec beaucoup de la haine, beaucoup de colère, juste parce que je me suis sacrifié pour cette personne, j'ai rien reçu en retour. Pourquoi c'est comme ça, majoritairement? Juste parce que la nature des êtres humains n'aime pas la fragilité et la faiblesse. Et la faiblesse et la fragilité est synonyme avec se sacrifier entièrement pour quelqu'un. Quand je me sacrifie gratuitement pour quelqu'un, les gens ne nous respectent pas. Les gens ne nous respectent pas. Au contraire, ils abusent notre sympathie, notre sacrifice. L'ouvrage questionne aussi le pouvoir du fantasme. La femme inconnue devient presque une fiction dans l'esprit de la narratrice. Une figure construite par l'imagination, nourrie par le manque et le désir. La jalousie n'est pas seulement une réaction humaine, elle devient un phénomène littéraire, une création de soi par le biais de l'autre. Enfin, l'écriture apparaît comme une libération. En nommant l'obsession, en la décrivant avec lucidité, Annie Ernaux transforme une expérience intime et douloureuse en œuvre littéraire. Le livre montre le pouvoir de la littérature à sublimer l'intime, à convertir une douleur personnelle en réflexion universelle.
L'histoire du livre est déroulée du récit. Premièrement, rupture et découverte. La narratrice est séparée de l'homme qu'elle a aimé. Un jour, il lui annonce qu'il fréquente une autre femme. Cet avoué, le nom de avoué, verbe avoué, cet avou, banal en apparence, provoque chez elle un choc émotionnel profond. Elle se sent trahie, diminuée, envahie. Deuxièmement, début de l'obsession. Elle commence à penser sans cesse à cette femme. Qui est-elle? Elle est plus belle, plus jeune, plus intelligente. Où vit-elle? Voilà, j'avais raison. Voilà. Où vit-elle? Que fait-elle dans la vie? Il y a beaucoup de choses qu'on partage dans la vie. C'est pas toujours chacun son avis. Que fait-elle dans la vie? Elle tente d'enquêter sans poser de questions directes. Elle fouille, écoute, devine. Elle lit les emails de son ancien amant, espionne ses moindres gestes. Elle devient une détective maladive. Troisièmement, perte de contrôle et isolement. La narratrice devient littéralement occupée par cette obsession. Elle ne dort plus, elle mange à peine, sa vie sociale se rétrécit, son identité vacille. Elle n'existe plus que par rapport à cette femme inconnue. Cette jalousie lui ôte toute dignité, mais elle l'accepte car elle la ressent comme inévitable, presque naturelle. Quatrièmement, la lucidité douloureuse. Au fil du temps, elle prend conscience de son état. Elle comprend qu'elle est dans une impasse mentale. Impasse, blocage, une roue sans fin. Une roue avec fin, bloquée. Voilà. Impasse. Elle voit la démesure de son obsession, mais n'arrive pas encore à s'en détacher. C'est vrai. La libération par l'écriture, cinquième. C'est en écrivant qu'elle commence à reprendre le contrôle de sa vie, en mettant des mots sur ce qu'elle ressent. Elle se réapproprie son corps, son esprit, son autonomie. Elle passe de l'objet de la jalousie à l'auteur du récit. C'est ainsi qu'elle se libère. Style et tonalité du livre. L'occupation est écrite dans le style typique d'Annie Ernaux, sobre, incisif, direct, sans fioriture. La langue est dépouillée, presque clinique, ce qui accentue la violence des émotions exprimées. Cette neutralité apparente permet au lecteur de s'identifier pleinement à la narratrice. Ce n'est pas un récit de vengeance ni un journal intime sentimental, mais une autopsie froide et lucide du sentiment amoureux dans ce qu'il y a de plus cruel. Mais une autopsie froide et lucide du sentiment amoureux dans ce qu'il y a de plus cruel. Pourquoi lire l'occupation aujourd'hui? Pour comprendre les mécanismes intimes de la jalousie, pour explorer la condition féminine contemporaine entre liberté et dépendance affective, pour admirer le pouvoir de l'écriture comme outil de guérison, pour découvrir une œuvre courte mais puissante d'une des plus grandes écrivaines françaises contemporaines, prix Nobel de la littérature 2022. On continue? Oui. L'usage de la photo. Franchement, je ne peux pas. Voilà. Je suis épuisé. Mais je continue. Ok. Résumé de l'usage de la photo. L'usage de la photo est un livre singulier, à la frontière entre la littérature intime, l'essai et la réflexion photographique. Il s'agit d'une œuvre à deux voix, écrite par Annie Ernaux et son compagnon de l'époque, Marc Marie, dans laquelle il croise textes et images pour évoquer une passion amoureuse, à travers les traces matérielles qu'elle laisse derrière elle, les vêtements. L'ouvrage part d'un point de départ presque anecdotique, des vêtements photographiés après des ébats amoureux abandonnés sur le sol d'une chambre. Ces photos deviennent le support d'une méditation plus large sur la mémoire, le désir et la disparition, la maladie, le temps et la mort. Chacune des photos, que l'on ne voit pas toujours dans les éditions courantes, donne lieu à une page écrite, tour à tour par Ernaux ou par Marc Marie. Le livre documente une relation passionnelle, un moment de vie intensement vécu, devenu passé. À travers cet objet littéraire inédit, les deux auteurs capturent quelque chose de fugitif, de fragile, tout en l'ancrant dans la matérialité du quotidien, les habits, les lieux, les habitudes.
Message du livre. Le message central de l'usage de la photo tourne autour de la mémoire du corps et du désir, de la trace du vécu intime et de la l'inéluctabilité de la perte. Premièrement, la photographie comme trace du temps et de l'amour. Chaque cliché témoigne d'un instant révolu, une trace de désir, de l'union charnelle, d'un moment de bonheur. Mais il y a toujours dans la photographie une dimension de deuil. Ce qui est photographié est déjà passé. Les habits sur le sol sont comme des restes, des reliques de l'amour. Deuxièmement, l'écriture comme un acte de préservation et d'aveu. Ernaud, fidèle à son projet autobiographique, fait de l'écriture un outil pour nommer ce qui est indicible, c'est-à-dire le désir féminin, la sexualité, la maladie, la perte. Ce livre est aussi un moyen de conserver la mémoire d'un amour sans tomber dans la nostalgie. Troisièmement, la confrontation entre érotisme et mort. Alors même que le livre célèbre sa sensualité, alors même que le livre célèbre la sensualité, le plaisir, la vie dans le corps, il est hanté par la mort, c'est-à-dire Marc-Marie a perdu sa mère pendant cette période. Cette tension entre élan vital et perte donne au livre une gravité particulière. Quatrièmement, l'intime et le politique. Fidèle à sa démarche, Ernaud place l'intime au cœur d'une réflexion plus large sur la condition humaine, sur le passage du temps, sur la manière dont on archive notre vie dans des objets, des images, des mots. Histoire et contexte du livre. L'histoire racontée dans l'usage de la photo n'est pas celle d'un roman au sens classique, mais celle d'un amour vécu au fil du quotidien, entre deux intellectuels, deux corps, deux sensibilités. Annie Ernaux et Marc-Marie, poète et artiste, vivent une relation intense et sensuelle. Au lieu d'écrire un journal, ils décident de photographier les vêtements laissés par terre après leur rapport. Ces photos deviennent des supports de réflexion, de rémémoration. Ces photos deviennent des supports de réflexion, de rémémoration. Le livre est écrit après la fin de cette relation et aussi après le décès de la mère de Marc-Marie. Il est donc un retour en arrière, un acte de rémémoration, parfois douloureux, toujours lucide. Chaque photo donne lieu à une description, une analyse, un souvenir, une association d'idées. Ce qui pourrait sembler trivial, un soutien-gorge sur une chaise, une robe sur le parquet, devient dans leur mot un objet de poésie, de philosophie et de mémoire. Le projet de ce livre, au fond, est de faire parler l'absence, de donner voix à ce que le temps efface, par l'art, par l'image, par l'écriture. Le style d'écriture est simple mais profond, sans fioriture, avec une grande honnêteté. Voilà. Le style d'écriture est simple mais profond, sans fioriture, avec une grande honnêteté émotionnelle. Le style d'écriture est simple mais profond, sans fioriture, avec une grande honnêteté émotionnelle. On y retrouve la marque. On y retrouve la marque ernosienne, c'est-à-dire par Ernaud, Annie Ernaux, la volonté de dire la vérité du vécu, de ne rien cacher, même ce qui est socialement tabou, comme le plaisir sexuel ou la douleur intime. Le ton de Marc-Marie, quant à lui, est plus analytique, poétique, introspectif. Grand secret, plus grand talent de ma vie, que je n'ai jamais constaté chez quelqu'un. Et ça existe dans moi depuis naissance. Je ne suis pas gay. Je suis 100% hétérosexuel. J'adore les femmes, pas les hommes. Sexuellement. Physiquement. Plus grand talent de ma vie est détecter la beauté. Fashion. Analyser les vêtements sur la femme. Et la beauté de visage et maquillage, voilà. Avec. Voilà. Regarder un modèle et analyser jusqu'à la tête et jusqu'à le pied. Tous les détails. Et donner avis et créer. Je ne peux pas peindre. Je n'avais jamais un bon professeur de peindre. C'est la réalité. J'adore peindre, mais je n'avais jamais pratiqué assez suffisamment. Dernière fois que j'ai peint, j'ai fait une peinture et c'était bon pour mon âge, c'était 14 ans. Depuis 14 ans, non. Rarement.
rarement. Et voilà. Donc, mais je peux créer les choses plus intéressantes, certainement, comme même un géant comme Yves Saint Laurent ou Coco Chanel, un géant comme Coco Chanel, ou un géant comme Christian Dior, ou Gucci, ou Ralph Lauren, ou je sais pas, les autres. Parce que depuis l'âge de 5 ans, ma maman, elle était obsédée, elle était un grand génie de choisir les vêtements et décoration intérieure, et notamment les vêtements. Grand goût émotionnel pour les vêtements de femmes. Elle a regardé jour et nuit fashion show sur le satellite. Fashion, 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 fashion de Milan, fashion de Paris, fashion de blablabla. Voilà. Pour moi, si je suis un génie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui a un grand talent unique. C'est fashion. C'est très simple comme poésie, c'est très simple. Dire oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Non, non, non. Les choses émotionnelles n'ont pas de mesure pour mesurer, un appareil pour mesurer. C'est intuitif. N'importe qui peut dire oui, moi je suis un grand génie dans la fashion. Et la justifier avec le montant qu'il a vendu, le montant qu'il est populaire. Non, non, c'est pas comme ça.